La loi handicap de 2005 a marqué une étape majeure en France en reconnaissant les droits des personnes en situation de handicap, notamment en matière d'accessibilité, d'éducation et d'insertion professionnelle. Mais 20 ans après, où en est-on vraiment? Malgré les avancées législatives, de nombreux obstacles subsistent, notamment en termes d'application effective. L'insertion dans la société reste un enjeu crucial avec des progrès visibles, mais aussi des obstacles persistants dans la santé, l'emploi, le logement et la vie quotidienne. Dans cet épisode de Santé en confiance, nous faisons un état des lieux de la situation aujourd'hui pour imaginer les orientations de demain. Joseph, lycéen, passionné d'histoire, attend beaucoup des institutions et de la société. Toutefois, ce n'est pas toujours simple d'y croire. Est-ce que j'ai de l'espoir que ça change? Grande question. En réalité, je pense que, à moins d'avoir un sursis, on va dire, de bienveillance, d'instaurer des politiques d'inclusion, pas juste au nom de l'inclusion elle-même, mais juste une politique d'inclusion éclairée et pragmatique pour se dire, on va non seulement décréter d'égalité en théorie, mais on va vraiment faire les choses dans la pratique. Pour l'instant, je pense que les choses sont malheureusement au point mort, puisque, par exemple, le premier député à mobilité réduite n'a été élu qu'il y a 2 ans. Ce député, c'est Sébastien Pétavy. Il est devenu le symbole du manque de représentativité populaire des élus. And what does it feel like for you to be the first member of parliament in the history of France? It's sad. You have to wait 2022. It's crazy, yes. Originaire de Dordogne, son entrée à l'Assemblée nationale a eu une forte portée symbolique. L'adoption de la loi du 11 février 2005 représentait un grand espoir pour les 12 millions de personnes handicapées qui composent notre pays. 12 millions de personnes en situation de handicap, ça fait à peu près 16% de la population. Donc oui, une véritable attente, des sujets qui ne sont pas portés. Nous avons déposé avec monsieur Sébastien Pétavy une proposition de résolution avec l'accord de l'ensemble des présidents de groupe pour supprimer le vote assis debout dans cet hémicycle et dans cette enceinte. Il y a le système du vote assis levé, donc il faut se lever pour voter. Et donc je me suis retrouvé, une fois confronté à cette situation-là, donc là je me suis retourné vers la présidente en lui disant « mais il n'y a pas un problème ». Et puis là elle m'a dit « bah t'as qu'à lever la main ». Et alors effectivement, je peux lever la main. Mais le message qui est envoyé quand on est dans la maison du peuple, que des personnes en situation de handicap regardent ce qui se passe là à la télé, le signal n'est pas bon du tout. Donc on est arrivé à trouver un accord et on a pu le modifier. Ça peut paraître quelque chose d'un détail, mais effectivement de se dire que tout le monde puisse avoir le même accès et le même vote, c'est quand même un sujet. Pourtant, en février 2005, une loi est venue renforcer les droits des personnes en situation de handicap. Que dit cette loi? Elle impose des obligations d'accessibilité dans les bâtiments publics et privés recevant du public et dans les transports collectifs. Elle instaure un quota d'emploi de 6% dans les entreprises de plus de 20 salariés. Elle facilite la scolarisation des enfants en situation de handicap dans les établissements scolaires ordinaires. Elle renforce les droits des usagers en matière de santé. On part quand même des années 75, où on classait les personnes handicapées en débile léger, débile moyen, débile profond. Et les personnes avec un handicap dit sensoriel ou moteur, on les mettait dans des instituts et des centres où ils ne voyaient quasiment jamais d'autres personnes valides. On parlait non plus d'objet de droit, mais d'objet de soins. La personne handicapée est un objet de soins. Évidemment, la loi de 2005 a marqué un tournant. On a réellement le droit d'avoir une vie sociale, le droit d'avoir une vie professionnelle, le droit d'accéder à des loisirs, le droit à la parentalité. La loi du 11 février 2005 permettait de changer un petit peu déjà la définition du handicap. Dire qu'il y a une situation qui vient provoquer un handicap, et qu'à partir de là, si on vient jouer sur ce qui provoque cette situation de handicap, on peut soit atténuer, soit enlever ce handicap. Mais c'est pas aller au bout, et puis on voit que la dynamique qu'il y a pu y avoir dans un premier temps, c'est assez vite essoufflé par manque de volonté politique, par coût, et puis parce que la société n'a pas passé non plus le cap dans toute sa mutation et transformation dans tous les pans.
Toutefois, un chemin a été tracé en 2 décennies. Pour faciliter l'accueil des patients qui ont des besoins spécifiques, il existe en ligne un annuaire qui recense l'accessibilité et les types de prise en charge des cabinets de santé. Y a-t-il une rampe d'accès ? Y a-t-il une personne qui parle la langue des signes ou qui est formée à la prise en charge des personnes autistes ? Y a-t-il des équipements pour accueillir une personne obèse ou en fauteuil ? Toutes ces informations permettent d'anticiper et de planifier ces rendez-vous avec plus de sérénité. La création des maisons départementales des personnes handicapées, dit MDPH, ont aussi facilité l'accès aux soins, même si des inégalités territoriales persistent. Avant 2005, il fallait passer par je ne sais combien d'organismes pour pouvoir obtenir des aides. Donc là, l'idée était d'avoir un guichet unique, d'avoir un endroit qui est l'endroit référent qui permet d'accompagner, qui permet de donner des informations et qui permet de répondre à la compensation nécessaire pour le handicap. Mais on voit qu'il y a des disparités, parce qu'en fait, quand les gens déménagent et vont dans un autre département, ils n'ont plus les mêmes aides pour le remboursement de leur fauteuil, ils n'ont plus les mêmes aides d'accompagnement humain. Il y a des délais qui ne sont pas les mêmes. Il y a certains départements, en 4 mois, votre dossier est traité. D'autres, il faut 18 mois pour que ce soit traité. Concernées par la loi de 2005, les grandes entreprises s'engagent pour une politique d'accessibilité ambitieuse. C'est le cas de Sanofi, grand groupe pharmaceutique français. Vous le savez, la loi impose un minimum de 6% de taux d'emploi de personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Chez Sanofi en France, on est très fiers d'annoncer qu'on a un taux d'emploi direct de plus de 9%. Et ça, c'est en effet dû à une politique volontariste d'intégration, d'inclusion pour les personnes en situation de handicap, parce qu'on forme nos personnels pour que tout à chacun soit responsabilisé dans sa capacité à être inclusif de l'autre, parce qu'on pense nos lieux de travail de manière accessible. Alors bienvenue dans notre lieu multifonction, dans lequel on va notamment retrouver notre espace Accessibility Lounge. C'est un espace où on va pouvoir venir tester, regarder, se renseigner sur un certain nombre d'équipements accessibles. Lorsqu'on pense nos nouveaux espaces de travail aujourd'hui, on inclut systématiquement un groupe de travail avec des personnes en situation de handicap, de toute typologie de handicap. Et puis, on met toutes ces personnes autour de la table pour réfléchir de manière vraiment efficace à ces nouveaux espaces. Pour les petites et moyennes entreprises, l'association AGFIP accompagne les salariés comme les chefs d'entreprise. L'AGFIP est une association qui a pour but de faciliter le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur privé et d'outiller les employeurs pour leur permettre d'accueillir des personnes en situation de handicap. Et on finance également plusieurs actions de sensibilisation sur l'ouverture au handicap et comment le handicap, lui, peut être vu comme une richesse et plus un obstacle, comme cela pouvait être le cas précédemment. On a différents dispositifs comme l'appui à la professionnalisation, qui est une palette d'outils qu'on met à disposition des entreprises pour leur permettre de pouvoir se renseigner sur les différentes manières, les différents dispositifs qu'ils peuvent mettre en place pour accueillir une personne en situation de handicap. Et puis surtout, les salariés peuvent faire valoir leur droit avec la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. C'est un peu le sésame. Faire valoir ses droits doit devenir un réflexe pour toute personne se sentant discriminée. En France, le Défenseur des droits est un organisme indépendant qui veille au respect des règles. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas l'institution du Défenseur des droits, qui ne savent pas qu'on peut traiter gratuitement les réclamations, qu'on peut faire ce travail de médiation. Cette défense des droits des personnes en situation de handicap, c'est 22% de nos réclamations en discrimination, c'est 15% en droit des enfants, majoritairement dans des situations de la question de la scolarité, et le fait d'être accompagné par des AESH, et c'est 9% sur toutes les questions de protection sociale. Un exemple où on a plutôt travaillé en médiation, qui est une des grandes formes d'action pour nous dans 80% de nos réclamations, une personne en fauteuil roulant qui veut prendre rendez-vous dans un centre d'imagerie médicale pour passer un scanner et à qui on dit le centre n'est pas accessible. Vous savez qu'il y a une obligation d'accessibilité. Et en fait, en appelant nous-mêmes, nos juristes, le centre, en essayant de dialoguer, on s'est rendu compte que finalement ça pouvait être accessible. La personne a eu rendez-vous et a pu passer le scanner. Un récent rapport de l'institution fait un bilan en demi-teinte de la loi de 2005.
Il y a eu des progrès. Si je prends la question de la scolarisation des enfants en situation de handicap, on en est à 490 000 enfants scolarisés. On était plutôt autour de 100 000 dans le début des années 2000. Donc il y a un net progrès. Sauf que on ne sait pas combien d'heures ces enfants sont scolarisés. Certains ne sont scolarisés que quelques heures. La deuxième chose, c'est vraiment la question de l'accessibilité. Que ce soit l'accessibilité des sites internet, que ce soit l'accessibilité des bâtiments, l'accessibilité des transports. Je n'ai pas de doute que tout ça passe aussi par un changement de regard sur les personnes en situation de handicap. Mais quand même, c'est le fondement d'une démocratie que de respecter les droits des personnes, d'avoir une attention particulière pour les personnes les plus vulnérables. Nous ne voulons pas de la charité, mais des droits. Celui à une vie digne, à l'éducation, à un emploi décent et à l'autodétermination. Merci. En 20 ans, il n'y a que 20% des établissements recevant du public qui se sont mis aux normes. Voilà. Voilà où nous en sommes. Donc maintenant se pose la question, pour que ça aille plus vite, de ce qu'il faut faire. Et très certainement qu'il va falloir passer par la case judiciaire. C'est-à-dire de pouvoir porter plainte quand un endroit en fait, n'a pas été rendu accessible et qu'il y ait des pénalités derrière pour ceux qui ne l'ont pas fait. Alors c'est triste, hein, on aurait aimé que ça se passe autrement, mais si on veut faire respecter l'égalité des droits, ça va devoir passer par ça. Penser une société accessible, c'est penser aussi la société du vieillissement. Là on se retrouve à un moment démographique où on a le papy-boom qui arrive, et donc on va se retrouver d'ici 5-10 ans avec le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans dépendante qui va exploser. Et en fait, on n'a absolument pas notre société qui est adaptée, préparée. Nos villes ne sont pas adaptées, préparées. Nos logements ne sont pas adaptés, préparés pour. Donc, arriver à le faire pour les questions de handicap permet de le faire également pour tout le monde. Nous sommes censés être le pays de l'égalité et de la fraternité, mais vu que nous n'appliquons pas les directives légales de 2005 qui obligent pourtant les commerçants et toutes les institutions à être adaptés aux personnes en fauteuil à mobilité réduite, et bien c'est comme si de fait c'était une égalité dans la loi, mais de fait les handicapés sont des citoyens de seconde zone dans une ségrégation qui est pratique. N'oublions pas que derrière les textes et les lois se trouvent des êtres humains, des hommes et des femmes qui n'aspirent qu'à être pleinement reconnus comme tout autre individu. Chacun d'entre nous peut un jour faire face à un handicap. Cela nous rappelle la nécessité d'être solidaires ensemble. Le bilan de la loi handicap de 2005 montre des avancées importantes, mais aussi des défis persistants. L'insertion des personnes en situation de handicap dans la société progresse grâce à des actions législatives, associatives ou entrepreneuriales. Cependant, la mobilisation de tous les acteurs reste indispensable pour construire une société réellement inclusive où chaque personne peut trouver sa place et exercer pleinement ses droits.